Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h50, elles sont là pour le petit déjeuner de l'actu ce matin. Arlette Chabot, Virginie Martin et Elisabeth Lévy avec des sujets d'actu dont elles vont débattre jusqu'à 9h15. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour nous donner vos sujets, vous qui vous intéressez aussi. Il y a d'ailleurs Eric qui est avec nous à Béziers. On va commencer par Eric. Quel sujet en fait vous interpelle? Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Alors moi l'actu qui m'interpelle et d'ailleurs qu'on ne parle pas assez actuellement. Pour moi, c'est la crise qu'on a actuellement au sein des urgences dans les hôpitaux français. Ah bah on en parle beaucoup quand même. Enfin, on en a beaucoup parlé, vous avez raison. Oui, mais c'est un petit peu oublié au niveau du gouvernement, si vous voulez. Eux, ils voient l'urgence ailleurs. Moi, si vous voulez, j'ai eu l'expérience pas plus tard qu'il y a 2 jours. J'ai amené ma fille aux urgences à l'hôpital La Péronie à Montpellier. Donc déjà, dès que vous arrivez, vous vous apercevez de la vétusté des locaux, la saleté, le manque d'entretien, un personnel complètement submergé, des patients qui sont là en attente sans savoir s'ils vont passer un jour ou pas. Moi, je suis arrivé à 18h personnellement. On est reparti à 2h du matin avec ma fille sans qu'elle se fasse soigner. J'ai été obligé le lendemain matin de l'amener dans une clinique privée. Vous voyez déjà. Après, quand je vois qu'au sein du gouvernement, on nous jette dans les yeux, comme dit M. Macron, de la poudre de perlimpinpin en mettant l'immigration sur la table, pire encore, on voit notre ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui part en visite dans les quartiers nord dire « Ne vous inquiétez pas, on va faire ce qu'on peut, on va vous chasser. Mais c'est totalement faux, car les moyens déjà pour pouvoir intervenir dans les quartiers, ils les ont. On l'a très bien vu. On a subi une crise, notre pays est en train de subir une crise avec la colère citoyenne. Appelez les gilets jaunes comme vous voulez. Moi, j'appelle plutôt ça une crise citoyenne. On a vu à la télé sur BFM et autres des escadrons entiers de gendarmerie se déployer sur un péage. Sur un péage. Ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas aller dans certains quartiers. Non mais alors, pour essayer de délivrer la population. C'est vrai, Eric, restez avec nous. On en parlait en fait ce matin. On parlera des sujets en fait de l'actualité du jour aussi, de l'immigration et tout à l'heure, parce qu'on a du temps. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15, 9h20. Mais c'est vrai, Arlette Chabot, vous l'évoquiez tout à l'heure dans votre édito, c'est-à-dire que il y a souvent des discours, des paroles, et puis derrière on a du mal à avoir des actes, quoi. Et c'est ce qu'on attend sur peut-être l'immigration, mais aussi le plan drogue, comme c'est le cas aussi avec les urgences, où il y a eu des annonces la semaine dernière, mais en attendant, dans les hôpitaux, ça continue. Oui, je crois que les paroles et les actes, c'est le gros problème des politiques et des responsables politiques, effectivement, et notre auditeur a tout à fait raison. Ce qui est vrai que beaucoup de Français doivent se dire, mais pourquoi on arrive à déployer autant de forces de police contre des manifestants, contre des gilets jaunes, et que on constate et on regrette et on déplore que y ait des dealers qui aient pris possession des quartiers, qu'il y ait des gamins qui soient recrutés via les réseaux sociaux pour faire les guetteurs à 100 € par jour, qu'on connaisse absolument les filières et qu'il ne se passe rien. Donc là, effectivement, il y a un vrai problème. Alors, on sait qu'il y a des risques. On sait qu'il y a des risques d'entrer dans les quartiers. On sait qu'il y a des caches d'armes. On se souvient, Xavier Bertrand, pendant la campagne régionale, disait on sait où il y a des caches d'armes dans les cités. On y va, on n'y va pas. Donc, effectivement, décalage entre les intentions, les propos, les déclarations martiales, on y va, on est fort, on est déterminé, ça s'accumule depuis 25 ans et il ne se passe rien derrière. Donc ce qui explique effectivement la colère des citoyens. Virginie Martin, Elisabeth Lévy, Virginie. Sur le parallèle notamment que fait cet auditeur aussi, je voudrais revenir 2 secondes sur la question des urgences. C'est vrai que si vous voulez, sur tout ce qui se passe et tout ce qui va mal, à chaque fois, la réponse semble être, encore là par exemple sur la drogue, un nouvel organisme, plus d'argent, et souvent plus d'argent, c'est toujours la réponse. Alors qu'on voit bien, pour ceux qui ont fréquenté les urgences comme monsieur, on voit bien qu'à un moment donné aussi on peut rationaliser. On peut aussi rationaliser. Les urgences sont surencombrées. On peut aussi faire des espèces de, de lignes, de rationalisation, d'attente. On peut prendre en charge les gens. On peut avoir aussi une bienveillance globale à l'hôpital. Et ça ne coûte pas tellement d'argent. La vétusté des locaux. On peut aussi, il y a des locaux, c'est catastrophique. C'est de la saleté pure. Bon, ça, je pense pas que ça coûte des milliards d'argent que de créer des bonnes réponses. C'est un peu comme
Encore une fois, je voyais les histoires sur l'égalité salariale. Là, le gouvernement s'en empare, etc. Très bien, mais toutes les lois existent déjà. Tout existe, tout est en place. Il n'y a pas tellement besoin. Il y a besoin, en revanche, de volonté politique, et ça, c'est certain. Et parfois, on se dit, mais où est la volonté politique, en définitive ? Alors, il y a beaucoup de communication, globalement, et c'est pas d'aujourd'hui, tout cela. Hein, mais quelque part, les lois sont là, l'arsenal législatif est là, et finalement, on n'en fait pas grand-chose. Et on a l'impression qu'il n'y a pas... Parce que M. Macron est quand même le premier président à parler de management, de la politique du management, sans idéologie. Mais j'aimerais pas le voir à la tête d'une entreprise, franchement. Elisabeth Lévy. De toute façon, justement, appliquer le management et la logique du management au gouvernement d'un pays, c'est une folie. Au gouvernement d'un pays semble tout de même un peu discutable. Là-dessus, on sera d'accord. Non, sur un point, je suis tout à fait d'accord avec Virginie. Je pense qu'une partie du problème des urgences vient de la désorganisation et de la désorganisation de la médecine de ville. C'est-à-dire qu'arrivent aux urgences des gens qui n'ont strictement rien à y faire. En réalité, simplement, notre système n'arrive pas à les accueillir comme il faut au moment où il faut. Et j'ai entendu l'autre jour, je ne sais plus où, sur une télé, peu importe, j'ai entendu que l'hôpital Bichat, ils avaient fait leur petit plan à eux de réorganisation, alors avec des règles qui paraissent être marquées au coin du bon sens, hein, dans ce qu'ils disaient, j'ai entendu ça, et apparemment sur ça marche radio, on a fait un bien. Reportage, c'est vrai. Alors c'est peut-être sur cette radio que je l'ai entendu. La deuxième chose, je trouve que c'est intéressant, cette question mystérieuse du décalage entre la parole et l'action. Alors d'abord, c'est d'autant plus inhérent à la parole politique que nous en demandons en permanence, c'est-à-dire qu'il y a une moulinette médiatique qui veut de la parole politique 24/24. Il faut les nourrir, ces chaînes d'infos. Donc, non, mais nous voulons énormément nous demandons énormément de paroles. Donc effectivement, il y a déjà ce décalage. Mais il y a par ailleurs la question de la volonté. Mais il y a tout de même quelque chose que tous les gouvernants vous disent à un moment. On prend une décision. Macron l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit pour une ligne de train où il avait fait un arbitrage qui n'a absolument pas... c'était vraiment comme s'il n'avait rien dit. On prend une décision et derrière, alors le tuyau administratif ou réglementaire, nous sommes tout de même un pays de droit. Donc les tuyaux administratifs et réglementaires sont très sophistiqués. Sauf que c'est là que peuvent se loger les mauvaises volontés, les récalcitrances. Donc ne croyez pas que l'administration est une sorte de jouet à la main du président qui n'aurait qu'à appuyer sur un bouton. Tout le monde vous le dit, tous les gens qui sont... Arlette a dû entendre ça. Arlette a connu tous nos présidents. C'est vrai pour un certain type de décision, Elisabeth. Pour le reste, c'est de la lâcheté, c'est une absence de courage. C'est refus d'une prise de risque. Parce qu'évidemment, tout est risqué. Les mesures dont on parle sont évidemment risquées. Vous avez raison. S'il y a 3 morts demain à Sevran, 4 morts ou 5 morts, le gouvernement n'a aucune envie d'assumer. Donc, je veux dire, vous avez raison. Il y a les décisions qui se perdent dans l'administration, les tuyaux, les machins et les sujets ou les lois qui sont enterrées. Mais pourquoi les décrets d'application des lois, par exemple, ne sont jamais rédigés ni publiés Parce qu'on prend des lois aussi pour faire souvent, on fait voter des lois de circonstances pour nous faire plaisir, pour faire plaisir à une partie de l'opinion. Et en attendant, comme Eric, après, on constate sur le terrain. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Virginie Martin, Arlette Chabot et Elisabeth Lévy? Eric, vous êtes toujours avec nous de Béziers. Oui, je suis toujours là. Oui, je suis assez d'accord, mais ce que je déplore quand même, c'est que le gouvernement, quand même, il devrait déjà viser les urgences. Je pense que la santé dans notre pays, c'est une urgence. On a un système de santé qui est totalement catastrophique. Eric, il n'est pas si catastrophique que ça en tant que tel, avec l'ensemble des moyens qui sont déployés. Après, le problème, c'est dans l'organisation. Allons faire un tour en Angleterre. Allez faire un tour, que ce soit en Espagne, que ce soit en fait en Angleterre ou ailleurs, ou en Grèce, alors là, etc. je ne dis pas... Moi, attendez, alors vous allez... faut arrêter de dire... Voilà, c'est pire à côté, donc... Oui, voilà, je suis assez d'accord avec Eric pour le coup. Voilà, je suis désolé, mais quand vous avez le service médical qui est en grève et qu'on n'en parle pas, ils essayent de nous mettre en garde en nous disant il y a des gens qui meurent sur des brancards. Oui, non, mais c'est vrai. Oui. Voilà, c'est ça. On va peut-être dire dans ce pays à côté, il y a des gens qui meurent, mais il n'y a pas d'hôpitaux. Ils meurent dans le désert. Donc on ne peut pas dire ça. Non, mais je comprends. On ne peut pas toujours prendre aussi les modèles comparatifs qui nous arrangent. On peut aussi aller voir en Allemagne, on peut aller voir en Suisse, notamment. Non, mais en Suisse. En Suisse, ça coûte très très cher. J'y ai habité, franchement, ça coûte très très cher.
cher. Mais l'Allemagne, le fameux modèle allemand. Ouais. Je dis ça parce que les hôpitaux sont conçus et de manière organisationnelle de la même manière qu'en Suisse. C'est pour ça que je prends cet exemple. Je ne parle pas forcément d'argent, je parle là d'organisation. Ouais. Et en Allemagne, c'est exactement pareil. Il y a des fils qui permettent de gérer au cas par cas les gens. On va chez les médecins en Allemagne. C'est pas très compliqué, vous voyez. Enfin, c'est pas très compliqué. Il y a quelque chose de rationnel à faire. Et je suis d'accord avec monsieur. Il y a quand même des priorités qui sont dans un pays dit extrêmement développé, plutôt riche, 6e puissance mondiale. On ne peut pas passer à côté de la question de la santé, ce n'est pas possible. Oui. Allez, nous allons poursuivre le débat tous les trois et avec vos appels 0826 300 300. On reviendra sur les sujets d'actualité, peut-être l'immigration dans un instant, le plan drogue. Là, la santé, c'était un bon sujet mis sur la table aussi par Eric. C'est vous aussi qui avez la parole sur Sud Radio, 0826 300 300. Restez avec nous, on revient dans un instant. 9h04. Vous voulez pas jouer avec moi non je veux bien venir en course. Ouais. Ah, aux courses. Ça marrant, ça c'est amusant. Faites gaffe parce qu'il va vous emmener au supermarché, parce qu'il ne fait pas le lien. Ce matin, 9h04, merci d'être avec nous ce matin avec nos éditorialistes Virginie Martin, Arlette Chabot et Elisabeth Lévy. Vous nous appelez au 0826 300 300. Comme ce matin, Jean qui nous appelle de Longjumeau. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. On est ravis de vous avoir. Toujours la forme, nous. Bonne ambiance. Aussi. Je voulais apporter, je vois que les politiques s'intéressent à l'aide médicale d'État. Donc moi, j'ai vécu une aventure depuis 2 ans avec un apprenti qui est venu faire un BP en cuisine et il est moldave. Ouais. Alors première bizarrerie, quand on est moldave, on peut pas rentrer on n'est pas dans la communauté européenne. Donc ils ont un passeport. Comment on appelle ça, un passeport d'un autre pays européen qui permet de rentrer ça. Oui, roumain peut-être, roumain. Oui, voilà, roumain. Et un passeport roumain. Ouais. Alors, donc toute la famille a un double passeport, un pour rentrer dans la communauté européenne légalement et donc, mais ils sont moldaves. Bon, ouais. Donc ensuite, comme tout chef d'entreprise, évidemment, on le déclare et on met en route une carte pour faire une carte de sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'il nous présente, ce garçon? Il nous présente une carte d'aide médicale d'État. Ah oui. Mon épouse qui est assistante sociale me dit là une carte médicale c'est réservé aux étrangers en situation irrégulière. Donc déjà il y a un mot que je comprends pas qui va pas avec le mot irrégulier. Je trouve ça curieux. Pourquoi est-ce qu'on est en situation irrégulière et qu'on a une carte d'aide médicale d'État qui vous prend à 100% toute intervention médicale. Bon, moi, il faut que je prenne une sécu pour ça, j'ai la sécu, il faut que je prenne une mutuelle et je suis pas à 100%. Donc déjà, je trouve ça un peu choquant et j'apprends au fur et à mesure du temps que toute la famille a une carte d'aide médicale d'État dont le papa est en France depuis 15-16 ans comme auto-entrepreneur maçon, donc qui travaille au Black et qui a une carte médicale d'État. La maman est arrivée en France il y a 7 ou 8 ans, aussi carte médicale d'État, aide médicale d'État, et puis toute la famille a une médicale d'État. Et donc, quand vous êtes entrepreneur, que vous payez tellement de charges, d'impôts et ainsi de suite, que je travaille depuis l'âge de 14 ans et que je ne suis pas pris à 100% et qu'il faut que je paye pour pouvoir avoir des sécurités sociales intéressantes, je pense pas vous posez des questions, mais on se pose la question quand même. Comment mon pays et quand vous voyez que dans les informations aujourd'hui, les politiques se réveillent sur quelque chose qu'ils ont mis en place et qui est devenu une usine à gaz extraordinaire. Donc là, on n'est pas dans des prothèses mammaires, on n'est pas dans des trucs exceptionnels, on est dans des gens qui vivent en France depuis une quinzaine d'années avec une carte de sécurité sociale extraordinaire et qui prend à 100%. Donc voilà, c'est un témoignage, c'est tout. Merci Jean de votre témoignage qui nous amène sur ce sujet en fait de l'immigration, bien sûr. Emmanuel Macron l'a posé et visiblement, il met ça un peu comme curseur pour l'acte 2 de son quinquennat. Elisabeth Lévy. Je trouve le prénom de Jean-Paul. Jean. Pardon. Je trouve le témoignage de Jean très intéressant parce qu'il répond en quelque sorte aux belles âmes qui vous expliquent, par exemple, que si vous avez un problème, si vous trouvez qu'il y a un problème avec l'AME, c'est que vous voulez laisser mourir des enfants et que vous êtes vraiment quelqu'un d'épouvantable, dépourvu de toute humanité. Là, on voit ce que c'est concrètement. Et on voit ce que c'est concrètement, comme l'a dit Emmanuel Macron, pas pour des gens privilégiés, c'est pour des gens effectivement qui disent « moi, je dois payer une partie de mes frais médicaux ». Il y a des gens qui viennent travailler en France.
et eux ne doivent pas payer, ce qui est complètement insensé. Mais vous voulez juste un mot sur le contexte général de l'immigration? Et un mot sur ce qui a été dit précédemment. Attention aussi, avec nos récriminations, le système de santé, etc. Je veux dire, on demande tout le temps des moyens. Je voudrais juste rappeler que les moyens en question, ils viennent de nous. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas un magot caché quelque part, si vous voulez, que l'État garderait par-devers lui et qu'il ne veut pas donner. Donc, peut-être aussi, on doit aussi s'interroger sur notre demande complètement délirante de soins, de consultations. Moi, je ne vois autour de moi que des gens qui passent leur temps à faire des examens dont ils n'ont pas besoin, à consulter des médecins dont ils n'ont pas besoin. On est en train de devenir une nation d'hypocondriaques. Je veux dire, c'est pour ça que quand les gens ont des choses graves, à l'arrivée aussi, le système fonctionne pour eux. Oui, c'est... Voilà. C'est vrai, il peut y avoir effectivement quelques personnes qui prennent la place en fait des autres. Sur l'immigration, Virginie Martin, Arlette Chabot aussi. Sur l'immigration et notamment sur les propos d'Emmanuel Macron, on le voit bien. C'est-à-dire qu'il a été au départ acquis à la gauche. Puis, il a séduit la droite, notamment en tapant sur les gilets jaunes très fort et en prenant des mesures économiques qui privilégient quand même les fameux bourgeois dont il parle, en tout cas les privilégiés. Et maintenant, il a un peu cette phraséologie anti-bobo, parce que quand il dit... c'est les bobos un peu de la République En Marche. On ne veut pas rester un parti de bourgeois, on entend bien la rhétorique, le pénis derrière, contre les bobos, etc. Alors, il ne dit que bourgeois, il ne dit pas bobo, mais donc là, maintenant, il va chercher le Rassemblement national. Donc après avoir été soi-disant de gauche, puis avoir séduit l'électorat de droite, maintenant évidemment il faut aller chercher l'électorat du Rassemblement national avec une phraséologie très Rassemblement national. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'on peut... vous vous intéressez absolument pas à savoir si c'est vrai ou pas. À aucun moment vous vous demandez est-ce qu'il pose un vrai problème. La seule chose que vous nous dites, c'est le Rassemblement national. Non, je parlais d'un président qui nous dit qu'il n'a pas d'idéologie et qu'il est tout en même temps. C'est lui qui le dit, qu'il n'y a plus de gauche, de droite. Et donc, du coup, on a un président qui est idéologiquement nu et cru et qui se permet tout au gré, en définitive, de la stratégie électorale. Donc ça me pose problème. Maintenant, sur la question, moi je pense qu'il y a des questions beaucoup plus graves. D'abord, pourquoi ce président, justement, qui soi-disant était moderne, etc., ne comprend pas qu'il y a d'abord des urgences différentes. En ce moment, il y a les urgences sur la question des inégalités structurelles. On va avoir des immigrations aussi écologiques, dont il parle finalement relativement peu. Donc, on voit bien que là, on est dans la stratégie politique, électoraliste, quasiment à 100%. Et puis, après, ça, c'est ma grille de lecture, mais on est aussi, aujourd'hui, dans des mondes excessivement ouverts, et peut-être faut-il accepter des sociétés multiculturelles. Mais ça, c'est mon point de vue, et c'est celui-là que je défends. Et par ailleurs, évidemment, agiter tout le temps, dès qu'il y a des problèmes, de toute façon, dans ce pays, on agite l'insécurité et l'immigration. Et généralement, on les met ensemble. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans que ça dure. Excusez-moi, Elisabeth Lévy et Arlette Chabot. Pardon. Elisabeth. Excusez-moi Virginie, mais c'est exactement ce genre de discours qui a fait passer le Front National, le Rassemblement National, de 5 à 25% de l'électorat. Parce que vous le vouliez ou non, dans nos quartiers, nous habitons tous dans des beaux quartiers, protégés par des frontières invisibles, d'accord ? Les enfants peuvent aller dans des bonnes écoles, y compris quand ce sont les écoles publiques, ce qui n'est pas le cas dans nos banlieues, où moi je vois il y a beaucoup de pères de familles arabes qui nous disent on met nos enfants à l'école catholique, précisément parce que ils savent que l'école publique, ça ne va pas du tout. L'idée, si vous voulez, que l'immigration, c'est une chose juste merveilleuse, que les différences culturelles ne comptent jamais, qu'il n'y a pas de problème de coexistence, ça consiste à dire... En gros, aux classes populaires, vous êtes des salauds, vous êtes des racistes. Si ça ne vous plaît pas d'avoir que des boucheries halal ou que des kebabs dans votre quartier, ou de ne voir que des femmes voilées, ou de ne pas pouvoir vous balader en mini-jupe, c'est que vous êtes des xénophobes. Et nous, on vous dit le multicultisme, c'est merveilleux. Je précise que le multiculturalisme n'est pas l'existence de plusieurs cultures sur un territoire, c'est la façon de les accommoder. C'est de dire, venez comme vous êtes, comme chez McDo. Nous, on est républicains, on demande aux gens de s'adapter. Et c'est ça dont il est question. C'est ce modèle d'universalisme républicain à la française qui, à titre personnel, je le pense relativement dépassé. Je suis mieux effectivement avec ces accommodements raisonnables à la canadienne, on va dire, pour le faire vite.
Et vous, oui. Pas nous. Vous, oui, mais moi, les classes populaires. Mais je ne parle pas. Écoutez, les classes populaires aujourd'hui, elles ont aussi des problèmes d'inégalité criantes. Regardez le dernier bouquin de Piketty, pour ne pas le citer. Je veux dire, on voit bien qu'il y a quand même une poignée de dizaines de gens qui détiennent la moitié de la richesse mondiale. On est quand même dans un délire économique absolu. Oui, mais je vais vous dire, autre chose. Résolvez ça. Oui, mais déjà. Pourquoi ils votent pour le Front National d'après vous? Résolvez ça et ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà important. Quand vous dites, vous opposez les classes populaires aux immigrés. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'immigrés dans les classes populaires. Ah bah non, mais bien sûr. Non, mais c'est justement. Il ne faut pas opposer tout cela non plus. Et après aussi. Non, mais vous prenez. Non, mais excusez-moi, c'est un rêve, c'est la théorie ce que vous nous dites. Dans la vraie vérité, non, c'est pas. Dans la vraie vérité, il y a des gens qui sont partis vers la France périphérique. Ils ont quitté les banlieues parce que dans les banlieues, leur mode de vie était minoritaire. Voilà, c'est ça la vérité. Mais il ne faut pas non plus caricaturer. Mais le déni de la gauche. Mais non, il n'y a pas. Attendez, Elisabeth, c'est pas un déni. C'est pas un déni. D'abord, vous prenez. Des villes comme Marseille. Je ne dis pas que ça marche bien partout dans Marseille. Attention, je connais très bien cette ville. On l'a vu ces derniers jours. Oui, mais je ne parle pas des effets médiatiques. Je parle de la réalité. Non, mais la violence, les trafics de drogue, etc., ça existe. Il y a aussi dans Marseille une coexistence, si je puis dire, justement, de cultures très diverses et variées. Ça se passe aussi relativement bien, je peux vous l'assurer, parce qu'on n'est pas du tout dans une ville facile, globalement. C'est une ville aussi avec des taux de pauvreté très importants, et ça se passe relativement bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des quartiers, non, je ne dis pas qu'il n'y a pas la cité Piat, je ne dis pas que tout ça n'existe pas, évidemment, ou la cité Castellane, tout ce que vous voulez. Évidemment qu'il y a des points de cristallisation de problèmes et de violences, c'est évident, qui sont excessivement liés beaucoup plus aux questions économiques et sociales qu'aux questions identitaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, votre avis. Résolvons la question économique, donnons du boulot à tout le monde, et vous verrez que tout ça se calmera aussi, et l'identité n'est pas première dans cette histoire. Arlène Chabot. Alors, il y a deux choses qui me gênent, moi, dans ce débat. C'est-à-dire que je déteste qu'on monte les Français les uns contre les autres, qu'on clive. Alors, on a les progressistes contre les nationalistes, ou les patriotes. Maintenant, on nous fait les bourgeois contre les classes populaires. Moi, je trouve ça extrêmement déplaisant. De la part d'Emmanuel Macron, c'est pas très malin. Surtout qu'effectivement, je suis désolée, mais il a été effectivement élu, lui, par la bourgeoisie, par ceux qui étaient le plus à l'aise dans la mondialisation. Alors, d'un seul coup, il y a une prise de conscience. Je pense qu'en plus, il y a des bourgeois qui sont quand même parfaitement conscients qu'il y a un problème dans ce pays, qui sont capables de voir s'il y a un sujet d'immigration. Et puis, deuxièmement, ce que je voudrais bien comprendre, c'est pourquoi Emmanuel Macron a changé. Car j'ai pas d'explication. On n'a pas d'explication donnée par la voix du président de la République lui-même. Tout le monde se souvient de l'affrontement, était-ce la raison, entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. 2015, les migrants, il y en a un qui félicite Angela Merkel pour son humanisme et l'accueil des migrants. Il y en a un autre, Manuel Valls, qui fait sérieusement la tête quand on lui parle de l'Allemagne et de Merkel, il la trouve irresponsable. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, visiblement, change d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'effectivement, il y a une prise de conscience d'une réalité ? Mais c'est dommage qu'un candidat à l'élection présidentielle, lui aussi, n'ait pas regardé la complexité du sujet et les effets négatifs de l'immigration un peu plus forte, voire massive qu'on a connue ces dernières années. Il y a une sous-estimation. C'était lui qui était dans le déni en 2015. Point d'interrogation. S'il a changé, pourquoi ? Je trouve que sur ce sujet, il doit une explication aux Français. Oui, ça c'est vrai. Et je trouve un peu à contre-temps, c'est assez intéressant de voir, il est en Italie aujourd'hui. Salvini avait fait de lui son ennemi, c'est-à-dire qu'il était l'incarnation de l'immigration, du laxisme, c'était Macron, disait Salvini. Aujourd'hui, Salvini n'est plus au pouvoir. L'Italie change un peu de position sur l'accueil des migrants. Il a accueilli des migrants aussi, Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il est en Italie. Donc moi, je voudrais bien une explication là-dessus. Et je pense que les Français aimeraient l'entendre. Écoutez, non, mais ce qui est extraordinaire, moi, je vous dis, depuis hier, on cherche ses calculs, ses supputations. Personne ne se dit... Je ne parle pas de calcul, je dis pourquoi il a changé d'avis. Il y a une situation... Je ne parle pas que de vous, là-dessus. Non, mais je dis, il n'y a pas que des calculs. Si je vais au bout de ma phrase, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, depuis hier, tout le monde, pas que vous, se demande pourquoi, qu'est-ce que c'est ce calcul. Et si c'était beaucoup plus simple que ça ? Je pense que quand vous êtes président de la République, vous avez un certain nombre de choses qui vous remontent, notamment, d'après ce qu'on me dit, des services de sécurité. Rappelez-vous ce qu'a dit Gérard Collomb en partant. Oui, c'est vrai. Il y a ça fait un an, dans nos quartiers, si vous voulez, une forme de sécession qui concerne, je le répète, une minorité importante
importante, mais une minorité. Je répète que ça fait une majorité de gens qui ne posent aucun problème. Donc, mais il y a cette sécession, donc essentiellement islamiste, si vous voulez, et je crois qu'Emmanuel Macron a peut-être pris conscience de la situation. En tous les cas, contrairement à ce qu'on nous raconte, ce qui est une faribole, qu'on s'en fout de l'immigration, que les gens ne s'y intéressent pas. Sur les ronds-points, on en parlait énormément. Bien sûr, bien sûr. Et si Emmanuel Macron en parle, c'est très probablement qu'il a des études. Mais je voudrais juste répondre sur le clivage. Vous dites c'est affreux de cliver les gens. Donc, je dis je n'aime pas qu'on clive. Arlette, me reprenez pas. Bien sûr. D'accord. Donc, vous dites pas c'est affreux. Vous dites d'accord, c'est pas bien de cliver les gens. Simplement, excusez-moi, quand il s'agit d'être clivé sur la retraite, quand il s'agit d'être clivé sur des rapports de classe traditionnels, quand il s'agit de dire que les bourgeois ont trop, que les inégalités c'est très mal, ça, ce clivage-là, de dire les salles riches, les salles riches, c'est très normal. Non, mais écoutez, je suis désolé, on a l'habitude d'accepter, de trouver tout à fait normal que l'on conteste les privilèges. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement une différence de perception selon que vous vivez dans un quartier protégé ou pas. C'est tout. Allez, on conclut. Arlette et Virginie. C'est vrai, sur la question du clivage et du discours du président de la République, moi je trouve que c'est pas très malin, effectivement, de dire les bourgeois, etc. Bon, on ne sait même pas exactement de qui il parle. Et je vous dis encore une fois, il reprend quand même de manière subliminale la phraséologie du Front National historique, où derrière bourgeois, généralement on met bohème et ça devient les bobos. Donc on voit bien où il va, on voit très bien qu'il craint les municipales à venir pour le Front National qui pourrait être relativement dans les grandes villes, aussi. Non, a priori un peu moins. Dans les grandes villes, mais attendez, ça se joue pas forcément que là. Surtout qu'ils n'ont pas été mauvais. Donc voilà, on voit bien aussi tout cela. Moi, je trouve qu'un président sans idéologie, c'est un président finalement qui est nu et cru et qui fait beaucoup de tactique. Voilà, c'est votre conclusion. Merci Arlette Chabot, Virginie Martin et Elisabeth Lévy. Et merci de vos appels, vos contributions au débat avec Éric et Jean ce matin qui étaient avec nous de Béziers et de Longjumeau.